Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aux États-Unis, de nombreux chercheurs sont abasourdis par ce qu'ils considèrent comme une attaque inédite contre la science. Licenciements par milliers, subventions gelées, recherches arrêtées. L'administration de Donald Trump multiplie les coupes budgétaires visant des programmes scientifiques. En première ligne, la recherche sur l'environnement et le dérèglement climatique, notamment au sein de la principale agence américaine chargée des prévisions météorologiques, de l'analyse du climat et de la conservation marine, la NOAA. L'onde de choc atteint aussi les centres de recherche en France, où un collectif de scientifiques, Stand Up for Science, vient d'être lancé. Par solidarité, mais aussi parce qu'ils sont inquiets des conséquences sur la recherche mondiale. Car dans de nombreux domaines, la recherche est globale, les ressources sont mises en commun et les résultats et savoirs sont partagés. Dans cet épisode de Sur le fil, je vous propose un état des lieux avec mon collègue qui suit la science aux États-Unis, Issam Ahmed, et Olivier Bernet, un astrophysicien du CNRS, directement concerné par les coupes budgétaires à la NASA. Sur le fil. Lights the way. Science lights the way. Science improves our lives. C'était le 7 mars à Washington, des centaines de chercheurs et de scientifiques défilent devant le mémorial de Lincoln. Sur les pancartes, on peut lire « La science ouvre la voie » ou bien « La science n'est pas une fake news ». Parmi les manifestants, des employés de l'agence américaine de l'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, l'un des principaux centres mondiaux de recherche sur le climat, la météo et les ressources marines. Depuis plusieurs semaines, mon collègue Issam Ahmed suit les différentes vagues de licenciements. La dernière salve a visé 1029 personnes. C'est un algorithme qu'il a généré. That figure 1029 is very interesting. Ce chiffre, 1029, il est très intéressant car il n'est pas justifié par une mission spécifique. Ils ont sorti ce chiffre de 1029, alors pourquoi ont-ils choisi ce chiffre ? Selon toute vraisemblance, il a été choisi par un algorithme qui passe en revue les différentes branches du département du commerce. La NOAA relève du département du commerce américain et c'est un prorata lié aux réductions de postes au sein de chaque département. Donc ce chiffre n'est justifié par aucune stratégie ni aucune mission. C'est tout simplement un chiffre sans précédent. S'ils sont confirmés, ces licenciements pourraient représenter 20% des effectifs de l'agence, ce qui ne serait pas sans conséquences. La NOAA fournit par exemple les données permettant de calculer les quotas de pêche, ou encore dans un tout autre domaine, de faire des prévisions sur les ouragans et les tornades. Des scientifiques craignent que par manque de personnel, des populations ne puissent être évacuées à temps. Right away, NOAA is seeing direct impacts. So, for example, teams that were working La NOAA constate déjà des impacts directs. Par exemple, des équipes qui travaillaient à la maintenance des satellites ont vu leur nombre de personnel divisé par 2 du jour au lendemain. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être aussi réactifs pour assurer la maintenance de ces satellites. Cela peut vouloir dire que des prévisions météorologiques seront retardées. Jusqu'à présent, cela n'est pas arrivé en période d'événements météorologiques extrêmes, mais la saison des tornades se rapproche. Un autre rôle essentiel assuré par la NOAA, c'est la gestion des stocks de pêche. Elle dispose de navires qui effectuent des inventaires des stocks de poissons, et ces données permettent de décréter l'ouverture de la saison de pêche commerciale annuelle et de déterminer le niveau des stocks. Le secteur de l'industrie de la pêche va être impacté sans ces informations. Si la saison ne démarre pas à temps, ça aura un impact économique direct sur le secteur. Selon l'Organisation météorologique mondiale, une agence de l'ONU, l'onde de choc en matière de prévision météo est globale car l'agence américaine fournit près d'un quart du flux d'informations satellitaires à l'échelle mondiale. Et puis Issam note une autre conséquence, l'impact sur la recherche concernant le dérèglement climatique. À plus long terme, si le nombre d'employés de la NOAA devait encore baisser, l'ensemble de données et de modèles climatiques sur lesquels s'appuient les chercheurs universitaires serait affecté. Ils sont en open source et ces données nourrissent la recherche sur le climat.
Ce serait une autre façon d'affaiblir la recherche climatique, de l'éroder et en savoir le moins possible. C'est comme si en fermant les yeux sur un problème, on pouvait l'ignorer et qu'il disparaissait. Alors que la vérité, bien sûr, est qu'ignorer le changement ne le fera pas disparaître. Connu pour ses positions climato-sceptiques, le président américain ne va pas s'arrêter là. Il souhaite réduire de 2/3 les effectifs de l'Agence américaine de protection de l'environnement. Selon Issam Ahmed, ces annonces suivent la feuille de route tracée par le projet 2025, un document de 900 pages préparé par le think tank ultra-conservateur Heritage Foundation. Le projet 2025 cherche à démanteler la NOAA. Il cherche à privatiser les fonctions de la NOAA, y compris le service météorologique national. Les États-Unis disposent de cet incroyable service météorologique national qui regroupe des radars terrestres, des satellites, des appareils maritimes, des avions, des équipements aériens. Ce sont des investissements lourds que le secteur privé n'est pas capable de réaliser. Cela nécessite des investissements massifs pour pouvoir produire des prévisions météorologiques qui, comme vous savez, sont utilisées par le secteur privé. Des services comme AccuWeather les utilisent ou les journaux locaux. Mais toutes ces données sont gratuites, elles sont publiques et financées par les impôts. Et c'est maintenant dans la ligne de mire du projet 2025. Le projet 2025 est un plan dont le président Donald Trump, pendant la campagne, a dit qu'il n'était pas au courant. Ce qu'on voit très clairement maintenant, c'est que ce plan est en cours de mise en œuvre. C'est un document pro-entreprise, pro-déréglementation, anti-recherche climatique. C'est clairement anti-science. Les mesures concernant cette agence ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Partout, des domaines cruciaux de la recherche sont abandonnés. Des subventions sont gelées lorsque des mots-clés interdits sont détectés, en lien, par exemple, avec le climat ou la justice environnementale. L'université Johns Hopkins, considérée comme un phare de la recherche médicale, va licencier 2000 personnes en raison de pertes de subventions. D'avoir réussi à se réunir aussi nombreux, ça fait très longtemps, je pense que... En France, le 7 mars, sous la bannière Stand Up for Science, chercheurs et universitaires sont descendus dans les rues de Nantes, Marseille ou Paris en solidarité avec leurs collègues américains. C'est quelque chose qui nous affecte énormément. Romain Villa, chercheur en microbiologie à l'Institut Pasteur de Paris. Parce que dans la recherche française, parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'on utilise qui sont hébergés aux États-Unis, qui sont là grâce à des investissements américains. Aujourd'hui, ça peut être menacé, toutes ces infrastructures qui constituent la base de certains de nos travaux. Par exemple, toutes les bases de données. Si un jour on n'a plus accès ou alors c'est plus efficace comme avant, ça va clairement nous mettre encore des freins sur notre travail et sur même les données qu'on peut acquérir pour travailler correctement. Olivier Bernet est à l'initiative de ce mouvement en France avec 2 autres chercheurs. Cet astrophysicien est particulièrement inquiet. Il est responsable d'un programme du CNRS sur le télescope américain James Webb, développé par la NASA. Et quand je l'ai appelé à Toulouse, où se trouve son laboratoire, il ignorait si ses recherches pourraient se poursuivre. Je suis astrophysicien et je travaille à l'observation des systèmes planétaires en formation. On essaye d'observer des planètes en train de se former. Et pour ce faire, j'utilise le télescope spatial James Webb. Alors sur James Webb, ils ont prévu 20% de baisse de budget. On ne sait pas exactement ce que ça va vouloir dire concrètement. Et ce qui est aussi très clair, c'est que les collègues aux États-Unis, qu'ils soient à la NASA ou au Space Telescope Science Institute, qui est l'opérateur qui fait fonctionner James Webb pour la NASA, les gens ne parlent pas, les gens ne répondent pas, parce qu'ils ont peur. Et dans son domaine de recherche, comme pour le climat, la dépendance à la recherche américaine est évidente. Le monde scientifique, en particulier le monde scientifique de l'observation, dont je fais partie, de l'astrophysique, mais aussi de la Terre, donc toutes les sciences du climat, l'observation des océans, tout ça, ces sciences de l'observation, elles sont globalisées par définition. Et de ce fait, il y a une mutualisation au niveau international des outils d'observation et de stockage des données et de mise à disposition des données. Et ceci se fait dans des consortiums internationaux. Il y a une collaboration très forte à l'intérieur de ça, et donc un partage des données. Et les États-Unis sont dans beaucoup de ces programmes très moteurs, parce qu'ils ont des moyens très importants. C'est un pays qui a une histoire scientifique très importante et des moyens colossaux. Et donc, dans tous ces projets d'observation,
les États-Unis sont toujours moteurs. Et donc, s'ils décident du jour au lendemain de couper l'accès aux données, de couper l'accès au système d'observation, ils peuvent le faire. Et dans ce cas, toute la science au niveau international va être affectée. Moi qui travaille sur James Webb, si demain Donald Trump dit à la NASA, maintenant c'est fini, les Français n'ont plus accès à James Webb, eh ben c'est fini, j'ai plus accès à James Webb et moi il faut que je change de boulot. Pour le chercheur, ces coupes visent à disqualifier le fait scientifique, quitte à tordre la réalité pour qu'elle se conforme à une certaine vision du monde. Là, il y a une attaque vraiment à la science en tant que système qui produit des faits, une certaine forme de vérité, et c'est ça qui est attaqué. C'est pour ça que moi je qualifie souvent ce moment d'orwellien, c'est-à-dire que vraiment l'idée c'est de dire qu'il n'y a plus de vérité et la seule vérité qui existe c'est celle du leader et ce leader c'est Donald Trump et c'est son bras droit Elon Musk et il n'y a plus que ça qui compte. Si bon nombre de chercheurs américains sont encore sonnés par la brutalité de leur mise à l'écart, certains font déjà leurs valises et cherchent des laboratoires prêts à les accueillir. En Europe, les chercheurs français sont d'ailleurs les premiers à les défendre. Plusieurs tribunes appelant les pouvoirs publics à leur ouvrir grand les portes des labos ont été publiées récemment. C'est le cas de l'Université d'Aix-Marseille qui a lancé un programme Safe Place for Science et va dégager 10 à 15 millions d'euros pour accueillir une quinzaine de chercheurs sur 3 ans. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt.